Les IBOR, c'est Interbank Offered Rates, tels que les Libor ou les ONIA. Vous avez sûrement dû en entendre parler ou même l'utiliser. Ils représentent la moyenne des taux auxquels des banques panel comptent se prêter mutuellement de l'argent. Ils reflètent à la fois un environnement de taux d'intérêt, mais aussi un risque de crédit, un risque de liquidité sur les marchés financiers. Ces taux sont calculés par des organismes indépendants, ils sont accessibles au grand public et ils sont utilisés pour la valorisation de plusieurs instruments, que ce soit les crédits hypothécaires ou les performances d'un fonds d'investissement. Ces taux de référence sont utilisés dans le monde et dans tous les marchés financiers. Et les plus utilisés sont le Libor et le Ribor. On a valorisé en 2014 le nominal des contrats utilisant ces références à plus de 370 000 milliards de dollars. Ça vous donne une idée sur le poids et l'importance de ces indices dans le fonctionnement des marchés financiers. Au moment de la crise 2008, présentaient des défaillances et des limites au vu de leur mode de valorisation. De par leur poids et de par leur importance, il était nécessaire et indispensable de pallier à ces limites pour avoir une efficience, une solidité et un bon fonctionnement des marchés financiers. Et donc la réforme de la transition, dont on exposera les tenants et les aboutissants lors de ce webinaire, a été mise en marche pour pallier et pour permettre cela. Et donc, le choix a été fait de passer des taux IBOR vers des taux sans risque, dont le mode de fonctionnement est différent des taux IBOR. Si on veut résumer le pourquoi de la transition, c'est vraiment dû à deux éléments. La première chose, c'est qu'après la crise financière en 2008, justement, le marché sous-jacent, il était plus viable et peu approprié pour que les banques puissent soumettre ces propositions-là. Et du coup, il y avait de plus en plus de jugements d'experts qui a été utilisé. Le deuxième driver ou le deuxième élément qui a poussé vraiment cette transition, c'est les scandales de manipulation qui ont été fortement médiatisés en 2012 et les années qui ont suivi la crise financière, où on a vu des milliards de dollars qui ont été infligés à de grandes banques pour raison de manipulation du Libor. Les taux Arafar, comme on le voit ici, donc il y a 5 taux principalement pour les 5 devises. Donc il y a le taux SOF qui a remplacé le dollar, le USD LIBOR, il y a le taux Sonia pour le GBP, le TONA pour le Japon, pour le yen, et le Saran pour le franc suisse ainsi que l'Ester. Donc ces taux de référence Arafars, ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est des taux overnight qui sont basés sur des transactions réelles. Donc, il n'y a plus le jugement d'experts qu'on voyait dans le LIBOR. Cette transition du taux LIBOR, ça n'a pas commencé l'année dernière ni l'année d'avant. Ça date vraiment de 2017. Et pour être bien précis, c'est juillet 2017. Donc, en juillet 2017, Bloomberg en est très actif et on suit cette transition depuis le début. On avait accueilli Andrew Bailey, qui était l'ancien directeur général de la FCA, de Financial Conduct Authority. Et lors de ce discours en 2017, il a déclaré directement que le marché sous-jacent n'était plus représentatif et les transactions n'étaient plus suffisantes pour pouvoir justifier les propositions de Libor. Et dans le même discours, il avait dit qu'à partir de la fin de 2021, il serait plus demandé aux banques, au panel de banques mondiales, de soumettre leurs propositions pour le taux Libor. Le différentiel est dans la définition, le Libor étant un taux défini comme un taux interbancaire à terme, inclut un spread qui reflète le taux de risque crédit et le coût de la liquidité à terme pour la durée du Libor. Donc, par exemple, un taux Libor à 3 mois, un risque peut être segmenté comme le taux d'anticipation des taux d'intérêt pour cette période, pour les 3 mois à venir, plus un élément de risque crédit-liquidité interbancaire qui représente le risque entre les banques. La migration, la transition à un taux déjà
au jour le jour, enlève complètement cette prime de terme, que ce soit liquidité ou crédit, puisque le risque est maintenant passe d'un terme de 1 mois, 3 mois, 6 mois à une journée. Donc on peut imaginer que le risque crédit est quasiment nul pour une période aussi courte. C'est considéré comme un taux vraiment sans risque. Il y a de nouvelles courbes qui ont été créées. Il y a des ajustements à faire. Il y a un impact sur le pricing, il y a un impact sur la valuation. Et du coup, ce que les institutions bancaires ont dans leur book, dans leur portefeuille, ou entre interbank, entre les différentes banques, ils vont changer de valeur. Il faut quantifier ce changement de valeur. Le deuxième volet, c'est vraiment le volet des paiements et des cash flows. Donc, pour vous donner un exemple qui est très simple et très illustratif de l'impact du changement, c'est que les cash flows, ils ne sont connus qu'à la fin de la période, alors que pendant le Libor, on les connaissait bien à l'avance. Le troisième volet, c'est vraiment le risk management, le profil de risque qui est lié au taux alternatifs, de référence alternatifs, les RFRs, il est complètement différent du profil de risque pour les LIBOR. Il y a tout le système de risque qui est impacté sur les différentes facettes qui doit être upgradé, que ce soit des modèles, que ce soit des représentations de risque. Il y aura un impact sur la comptabilité et la fiscalité. Deux choses à retenir là-bas. Il y a déjà l'impact de fair value, donc la valeur des assets et des liabilities n'est plus la même, donc il faut tenir en compte de cette différence ou de cet impact, mais aussi tout ce qu'on appelle hedging strategies ou stratégies de couverture qui peut-être étaient appropriées dans une ère LIBOR, mais qui ne sont plus viables ou plus appropriées post-LIBOR. Le cinquième volet, qui est le volet le moins glamorous ou celui où peut-être on n'y prête pas beaucoup d'attention, mais qui est très important, et il est foundational, c'est tout ce qui est opération, tout ce qui est système et tout ce qui est infrastructure. Les systèmes existants peuvent être pas adeptes du tout à saisir ces données-là, les données des transactions avec les différents paramètres, les nouvelles conventions, ainsi de suite. Le dernier volet, c'est le volet contractuel. Le volet contractuel aussi, c'est beaucoup de travail. Il faut revoir les contrats des transactions, voir s'il y a fallback language, qu'est-ce qui se passe si le LIBOR cesse d'exister, est-ce qu'il faut faire une cessation, est-ce qu'il faut faire un repapering de la transaction, quel new reference rate, parce que parfois il y a des multitudes de reference rates à choisir, lequel choisir pour cette transaction-là. Le Maroc est impacté par cette transition au même titre que les pays de primauté, si je puis dire. En termes d'événements et en termes de séquentialité, la prise en charge à proprement parler de cette transition a été faite très tôt aussi par Banque du Maghreb à un niveau d'abord régalien où le Maghreb a intéressé de par son rôle de supervision bancaire, les différentes institutions bancaires. Je pense que ça a commencé même début 2020, où on leur a demandé de répondre d'une manière périodique, je pense tous les 3 mois, à un questionnaire où il était question de recenser d'abord les différents impacts et les différentes zones d'impact pour ces institutions bancaires, et de rendre compte un peu des étapes et des actions qui sont entreprises pour justement entrer dans cette réforme de plein pied. Le processus a été commencé, de la réflexion en 2018 par la création du groupe de travail par Banca Maghreb, comprenant la majorité les principaux intervenants du marché, pour réfléchir donc à quel devrait être le meilleur taux sans risque au Maroc. Une fois cette étape clé et l'annonce de la définition du taux sans risque faite, Banca Maghreb a commencé à produire le MONIA donc début
2020, en janvier 2020. Et maintenant, depuis l'étape suivante est vraiment de développer les produits, commencer à développer des produits qui utilisent cet indice, en particulier les swaps de taux. Les défis sont là. Leur prise en charge est effective par les différents protagonistes du marché et de l'économie en général. Reste la question de l'identification des risques pour notre clientèle ou pour tout opérateur économique marocain. Une fois que les Libor ou bien les IBOR dans leur généralité vont cesser de coter, est-ce que cette entreprise va payer plus ? Est-ce qu'elle va avoir un effet cotation qui va modifier effectivement sa relation avec sa banque? Est-ce que l'aspect contractuel qui est en vigueur va changer et de quelle manière il devrait changer si oui? C'est vraiment les questions simples et centrales qu'une PME devrait se poser. Les grands chantiers auxquels il faut absolument faire attention, ou bien il faut absolument constituer en tant que chantier à part entière, c'est bien sûr le chantier juridique et contractuel. Il faut scruter aussi les produits et les transactions impactées par nature. Il y a des logiques différentes par typologie de transactions et il y a lieu de les appréhender en tant que telles. Sur la partie cotation, très généralement, l'état d'esprit de la transition IBOR, c'est de dire en fait qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait un transfert de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il ne faut surtout pas que la transition LIBOR serve aux institutions financières, et ça c'est une recommandation qui a été bien soulignée par toutes les autorités. Il ne faut pas que les institutions se servent ou justement justifient cette occasion de transition LIBOR pour qu'il y ait un transfert de valeur, c'est-à-dire gagner de l'argent ou surcoter certains produits au gré de la transition. Pour nos clients, c'est que nous, Tijari Wafa Bank, on est là pour les accompagner, que ce soit en termes d'explication, pour expliquer un peu plus dans le détail la réforme et ses impacts, et aussi la prise en charge en fait, de ces impacts. On pourra notamment détailler le mode de fonctionnement des produits, que ce soit sur le financement ou sur le trade.